Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur la présentation du contrôle d'activité programme 2021 qui va se dérouler sur une session de 2 heures. Donc, nous allons présenter ce séminaire avec Denise Agaul. Denise Agaul, Laurent Dupas, deux membres de la compagnie des commissaires en compte, contrôleurs qualité en charge du contrôle d'activité sur Paris. Le format webinaire, donc c'est 1h30 de présentation des modalités de contrôle sur le programme 2021 et on se réserve une petite plage pour répondre à vos questions en fin de session, sur les questions que vous avez, en essayant, si ce soit des questions bien sûr à titre pas trop personnel, mais enfin plus dans la généralité des contrôles, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser. On fera en sorte d'y répondre. Alors, sans plus tarder, on va donc démarrer cette présentation en rappelant déjà le cadre du contrôle. Voilà. Bon, on reprend le cadre des contrôles non EIP avec effectivement le H3C. Vous savez sûrement que depuis dans le cadre de la convention de délégation qui a été signé et conclu entre le H3C et la compagnie nationale, il y a des prérogatives qui sont revenues au H3C et notamment le H3C définit, donc les 3 prérogatives, définit le cadre et les orientations de contrôle, supervise la réalisation des contrôles et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi. Bien. Nous sommes donc définis, que sont dire par là, c'est définir le cadre et les orientations du contrôle. En gros, c'est ce qu'on appelle la partie du périmètre des contrôles, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans la sélection des cabinets. Ce ne sont pas qui vont être contrôlés, ce n'est pas eux qui regardent un par un les cabinets qui vont être contrôlés, mais enfin, ils ont la main définitive sur le programme de contrôle. Donc, le contrôle de l'activité professionnelle de CAC n'exerçant ses missions auprès de l'IP. C'est-à-dire que il y a les contrôles qui sont cabinets EIP qui sont contrôlés uniquement par le H3C et les cabinets non EIP, c'est dans le cadre d'une délégation. Donc, dans le cadre de cette délégation avec le H3C, il y a plusieurs cas de figure. Alors, ça, c'est des cas un peu particuliers. Ils peuvent être effectués avec le concours de l'AMF ou de la CPR. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des cas particuliers. Les contrôles d'activité peuvent être effectués par des contrôleurs du H3C ou délégués par le H3C à la compagnie nationale des commissaires en compte. Donc, ça, c'est le cas le plus fréquent. C'est-à-dire que c'est le H3C peut réaliser en direct des contrôles, mais généralement, ils sont délégués à la compagnie nationale qui, en plus, subdélègue aux compagnies régionales le soin d'organiser leur propre contrôle. Et par contre, le H3C, bien entendu, peut décider à tout moment sur certaines unités de contrôle ou certains mandats de suivre le contenu délégué ou d'échanger directement avec les contrôleurs praticiens. Plus en détail, plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est une petite information qui, afin d'assurer la réalisation des contrôles délégués, il a été constitué au sein de la compagnie nationale des commissaires en compte qu'on appelle le CNCA, le Conseil national du contrôle d'activité, dont je fais, votre serviteur fait partie et qui assure un peu le suivi entre cette convention de délégation entre le H3C, la compagnie nationale et les compagnies régionales pour l'organisation des contrôles. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Alors là, ça marche plus. Voilà, ça marche mieux. Voilà, la finalité du contrôle. Voilà, donc là, on rentre dans le dispositif de contrôle rénové, une vue d'ensemble. Alors, donc c'est pour essayer de vous comprendre un peu dans quel contexte on se réalise. Encore un peu, c'est un peu des généralités. Hein, s'assurer la confiance accordée par les marchés, les utilisateurs des comptes, l'ensemble des parties prenantes aux missions, prestations de commissaire aux comptes et justifiées. C'est un peu la finalité du contrôle. Hein. C'est une confiance. Donc, qui dit confiance, c'est qu'une adaptation du contrôle en fonction des risques. Alors, c'était, ça, c'est pas nouveau, ça a été un peu redéfini. Il y a effectivement il y a un risque ou du régulé, risque sur l'activité, risque sur l'organisation, en fonction des risques qui sont un peu déclinés et définis. Après, on est
l'objectif, hein, même si c'est pas encore d'actualité, mais c'est un peu ce qui a été redéfini par le HRC, c'est la fin du contrôle unique hexagonal tous les 6 ans. Hein, on veut rentrer dans une partie d'agilité de contrôle, d'intensité des contrôles, de pertinence des contrôles. Alors, bon, pertinence des contrôles, ça on est tous d'accord. Intensité des contrôles, je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire parce qu'on en fait déjà pas mal, mais surtout, c'est surtout une agilité, c'est-à-dire organiser un peu les contrôles un peu différemment. Ça, c'est un peu l'objectif tel qu'il a été redéfini, tel que le H3C vous l'a présenté dans une réunion qu'elle a fait avec la commission au mois de juin. Voilà, ça donne un peu le cadre général qui est un peu global. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a un dispositif en fonction de tout ce qu'on a défini dans les slides précédents. Il y a un dispositif de contrôle qui est rénové, dont l'objectif est rénové, mais ça ne va pas trop se sentir cette campagne 2021, même si on le présente un peu. Il y a des choses qui existaient déjà. C'est une notion en fait de relation entre le risque qui est défini par le H3C et la manière dont on fait un contrôle. Voilà. Donc il y a deux types il y a une segmentation des unités de contrôle selon différents niveaux de risque. Les niveaux de risque, ils sont en fonction des signataires, on verra plus en détail, en fonction de la taille, en fonction de la faiblesse ou pas des derniers contrôles, et en fonction de la visibilité des entités contrôle. En fonction des risques qui ont été définis, il y a des types de contrôles qui vont se réaliser, ce qu'on appelle un contrôle complet. Un contrôle complet, c'est un contrôle qui englobe des contrôles de mandat, de procédure et de suivi de recommandations. Il y a un contrôle de suivi de recommandations, un contrôle uniquement de procédure, des contrôles spot, je vais y revenir, des contrôles de mandat et des contrôles par entretien. Derrière, OK. Donc, sans rentrer dans les grands détails, le contrôle complet, c'est ce qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'un contrôle complet englobe trois choses. On a un mandat non monipé, le contrôle de mandat, le contrôle suivi des recommandations et le contrôle des procédures. Bien. Donc ça, c'est généralement ce qu'on fait, sauf les procédures dans certains cas, sauf le suivi des recommandations. Comme il n'y en a pas, et les procédures étaient pour l'instant limitées aux entités à plus de 50, moins de 50. On verra un peu dans le détail, plus loin, c'est un peu changé. Donc, ça veut dire que le contrôle complet, vous voyez, englobe déjà trois catégories du suivi des procédures. Il y a le contrôle de spot. Le contrôle spot, c'est un peu une particularité, c'est uniquement réservé, généralement, ça s'est mis en place un peu l'année dernière. Ça ne nous concerne pas trop, c'est quelque chose qui s'est mis en place déjà, fait directement par le H3C, en dehors de la campagne de contrôle d'activité classique, et sur un point particulier d'un dossier, généralement qui fait la une de la presse, de points particuliers. Et enfin, il y a le dernier point de contrôle, c'est le contrôle par entretien. On ne va pas s'y étendre, puisque le contrôle par entretien, il y a peut-être quand même quelques cabinets qui sont concernés, puisqu'on en est cette année à l'étape test. C'est un contrôle entier d'entretien qui doit être défini, dont les modalités de questionnaire ne le sont pas encore vraiment. Donc, ça veut dire que c'est à l'état du test, mais c'est appelé à prendre une disposition de grandissante au titre des années à venir. Voilà. Donc, tout ça, il y a tous ces différents types de contrôles sont forcément déclinés en fonction des risques qui ont été déterminés. On va plus ou moins rentrer dans plus on avance, plus on rentre dans la précision de ce qui est un risque, une unité risquée. Comme ça, ce qui apparaît, vous adaptez-vous, savoir où vous en êtes par rapport à vos dossiers, savoir si vous êtes risqué ou non risqué. Donc, c'est simple. Le H3C, alors, ça existait déjà, hein, c'est pas nouveau. Donc, les unités de contrôle sont risquées lorsque, en fonction de la taille, s'il y a plus de 15 000 heures d'audit, plus de 350 mandats, premier cas de figure. Il y a un précédent contrôle non satisfaisant. Il y a personne physique exposée, c'est les élus signataires plus 50 mandats, détenteurs de mandats grande entreprise. Grande entreprise, c'est chiffre d'affaires plus de 40 millions, total bilan plus de 20 millions, nombre de salariés plus de 250.
Les premiers contrôles, ça, ce sont des unités risquées. Alors, ce n'est pas parce qu'on est risqué qu'on est un danger public. Évidemment, un premier contrôle, on ne le connaît pas, on n'a pas de référentiel, donc par définition, il est risqué. Si le contrôle se passe bien sûr, il basculera dans une unité non risquée pour le précédent contrôle. Par définition, lorsqu'on n'est pas risqué, tout le reste, c'est non risqué. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mandat GE, si vous avez un dernier contrôle satisfaisant et si vous avez une taille, somme toute, modeste, vous êtes en unité non risquée. Voilà, ça c'est la définition telle qu'elle a été faite. En fonction de ça, pour donner un peu le profil, même si c'est un peu petit, je ne sais pas si tout le monde va bien le lire, donc il y a à peu près 1000 contrôles, 1001, dans le programme 2021, 1000 contrôles. Sur ces 1000 contrôles, il y en a, alors moi j'ai un même, alors vous voyez, il y en a 600, on va faire 60% qui sont non risqués, 40% risqués. Donc ça veut dire que effectivement les risqués, qui représentent en gros 40%, représentent à la fois des mandats GE, des tailles importantes. Alors, vous voyez que ça c'est assez faible dans des précédents contrôles non satisfaisants. Vous voyez, c'est que 60 sur 1000, c'est 6%, c'est pas énorme. Les personnes physiques exposées, élues, etc., ou des gens plus de 50 mandats. Alors, vous voyez, ça ne s'adresse pas nécessairement à toutes les personnes physiques exposées, tous les élus, puisqu'il y en a que 30 sur 1000, donc ça représente proportion. Donc, on a un peu l'estimation. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est 60-40. Donc, il y a plus de non-risqués que de risqués. Et la majorité des non-risqués, c'est à la fois effectivement détenteurs de mandat GE, premier contrôle. C'est vraiment les plus des 2 tiers des risqués. C'est juste pour donner un peu de statistiques et de points. Voilà. Donc, pour rentrer un peu plus en détail, ce que je vous présente la présentation, le contrôle complet. Donc, c'est un contrôle qui intègre à la fois, on déclinera dans quel cas on fait un contrôle complet, spot, etc., procédure. Il faut que vous compreniez bien les différents types de contrôle. Le contrôle complet, c'est un contrôle de mandat, de procédure et de suivi de recommandation. Par définition, c'est complet. Spot, c'est inopinément. Vous voyez bien le mot contrôle déclenché inopinément. Donc, par définition, dans les 1000 contrôles, il n'y a aucun contrôle spot, puisqu'il peut y en avoir 0 des contrôles spot, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 20, on ne sait pas. Et en toute état de cause, ce n'est pas de notre spot. Contrôle de procédure, ça c'est, on regarde les procédures. On vous exposera dans quel cas on regarde les procédures. Donc, on vérifie les procédures. Alors, pour contrôle de suivi des recommandations, donc ça, c'est on vous exposera aussi dans quel cas on suit les recommandations. Mais, encore une fois, le contrôle, il ne peut pas y avoir qu'un contrôle de procédure ou qu'un contrôle de suivi, en tout cas pas cette année. Ou on a un contrôle complet, ou on a un contrôle que de mandat, ou en gros c'est ça. Mais on ne peut pas avoir un contrôle que de suivi de procédure ou que de procédure cette année. C'est ou complet ou de mandat. Voilà. Contrôle de mandat, c'est un contrôle d'échantillon de mandat qui varie selon la taille du cabinet. La BCDE, on vous dira, les moins de 5, évidemment, plus on a de mandats, plus on en contrôle. Enfin, ça ne dépasse pas 5 mandats pour les plus gros cabinets. Ça va de 1 à 5 mandats, généralement. Alors, avec des thématiques, bien sûr, plus fortes, puisque, évidemment, quand on a les mandats grande entreprise, ils seront contrôlés en priorité, puisque, par définition, ils font partie du risque. Alors, le 6e, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, c'est ce qu'on appelle le contrôle entretien, parce qu'on va vous parler plus loin d'un entretien préalable au contrôle qui n'a rien à voir. Le contrôle par entretien, c'est un contrôle en tant que tel. C'est le contrôle de la connaissance par un signataire de son portefeuille, des risques qu'il détient, de certaines questions d'actualité réglementaire, etc. Encore une fois, au titre de cette année, le contrôle par entretien n'est qu'à titre expérimental, 18 sur les 1000. Voilà, pour vous donner un peu voilà. Ils sont à l'état, voilà. Pour vous donner un peu de chiffres, j'avais en tête sur les 1000 contrôles, je vais dire premier, il y en a 14 qui sont faits directement par le H3C et 18 qui sont par entretien. Voilà. Tout le reste, il y en a donc 950 qui sont soit complets, soit que de mandat, soit mandat et procédure, soit mandat et suivi. Hein. Voilà. La slide suivante, voilà, c'est ça. Ah ben voilà, j'ai bien pris mes chiffres, hein, voilà, donc j'ai dit non. Voilà, donc
Donc, c'est un peu, voilà, ce qui reste, voilà, si vous donnez, c'est que donc, dans les 1000 contrôles, 14 par le H3C, 16 qui sont par test à entretien, 16 qui sont avec des instructions particulières du H3C, c'est-à-dire que le contrôle n'est pas fait en direct par le H3C, il est fait par un contrôleur régional, mais avec des instructions du H3C, soit sur le contrôle, soit sur les diligences à mener, soit sur le nombre sur le dossier à sélectionner, etc. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des instructions particulières du H3C, certes, il n'est pas fait en direct par le H3C, mais enfin, tout ce qui est le plan d'approche de contrôle et le dossier est quand même relu par le H3C. Voilà. Et pour vous donner, pour finir dans les chiffres, donc, il y a 187 QC sur les 1000 qui font l'objet d'un contrôle de procédure et 73 qui font l'objet d'un suivi de constat. Et c'est assez fait. Donc, par définition, quand on n'est pas ni dans les 73 de suivi de constat, ni dans les 187 de procédure, il n'y a que d'un contrôle de mandat. Vous voyez que c'est donc la majorité. Sur les 1000 contrôles, la majorité ne sont que sur les mandats, sur l'opinion des mandats. Donc, voilà, on essaye de rentrer de plus en plus dans le détail au fur et à mesure. Donc là, je vais maintenant laisser la parole à Denis qui va vous expliquer un peu le point d'entrée de contrôle, l'unité et les étapes. Et on déroule et on prend en avance. Denis, à toi. Bonjour à tous. Donc, après cette présentation sur le cadre général des contrôles, on va rentrer un petit peu plus dans le contrôle lui-même. Donc, vous avez reçu un questionnaire pour effectivement nous renseigner un certain nombre d'informations avant le contrôle, qui s'appelle un QP. Et une chose importante, c'est effectivement l'unité de contrôle et la définition de l'unité de contrôle. Donc, l'unité de contrôle pour le H3C, c'est une personne physique ou une personne morale dans laquelle exercent une ou plusieurs personnes physiques. Et cette unité de contrôle doit être titulaire de mandat et partager des procédures communes, donc guide, des choses comme ça. Et cette unité de contrôle peut être EIP, auquel cas, si elle est EIP, elle a des mandats EIP et elle est contrôlée par le H3C directement, ou non EIP, en ayant effectivement toutes les unités de contrôle qui n'ont pas de mandat EIP. Donc, un petit rappel, si vous ne détenez pas ou plus de mandat à titre individuel, il ne faut pas vous considérer comme une structure d'exercice professionnel composant l'unité de contrôle. Donc, c'est-à-dire si vous avez une société inscrite et vous-même êtes inscrit, la société uniquement et l'unité de contrôle, puisque si vous, en tant que professionnel, vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas dans le contrôle et vous n'êtes pas dans l'unité de contrôle. Donc, les différentes étapes du contrôle, on a 3 étapes, la préparation, le contrôle sur place et ensuite la restitution. Donc ça intéresse autant les contrôleurs que les contrôlés, mais c'est pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Donc, au niveau de la préparation du contrôle, on a d'abord un examen du questionnaire d'information préalable qui vous a été transmis et des documents que nous avons reçus. Le contrôleur va prendre contact avec vous, c'est probablement déjà fait ou en cours. Il va fixer les modalités de contrôle par entretien. Donc, cette année, la nouveauté au contrôle précédent, c'est que le contrôleur doit diligenter un entretien avec vous, prévu un entretien d'1 heure, mais en du cabinet, ça peut être plus ou moins, et un entretien qui doit avoir lieu avec chaque associé contrôlé. Et suite à cet entretien, donc, il va avoir une approche un peu plus précise de votre cabinet et notamment, il va pouvoir choisir les mandats qu'il va contrôler et rédiger son plan d'approche de contrôle. Ensuite, le contrôle en lui-même, donc il va être sur place ou à distance. Alors, plusieurs points. A priori, c'est un contrôle sur place. À distance, si effectivement les conditions sanitaires posent de nouveaux problèmes, et dans ce cas-là, on fera comme l'année dernière des contrôles à distance, mais le principe, c'est le contrôle sur place. Donc, le contrôleur va regarder le suivi des constats du contrôle précédent. Les modalités de contrôle des procédures, on va voir que s'ils ne contrôlent pas les procédures, et ensuite les contrôles de mandat. À l'issue du contrôle, vous aurez donc une restitution. D'abord, une synthèse orale à la fin du contrôle avec le contrôleur, qui se passera à la fin de la journée ou des 2 jours qu'il passera chez vous. Le contrôleur va rédiger un pré-rapport avec des annexes. Ce pré-rapport va vous être adressé pour un contradictoire écrit et une réunion éventuellement à la compagnie si
contradictoire et nécessaire différents. Le contradictoire écrit, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rédiger. Si vous considérez que les conclusions sont bonnes et que vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est mieux pour nous parce que ça fait accélérer le dossier. Et suite à ça, vous aurez donc un rapport définitif qui sera après traitement du contradictoire. Donc 3 étapes, préparation, contrôle sur place, restitution. Un petit point sur l'accès à la documentation des unités de contrôle. Donc, comme vous savez certainement, le contrôleur peut se faire communiquer, quel qu'en soit le support, tout document et pièce utile au contrôle. Il peut exiger toute explication sur les dossiers ou les documents établis. Il peut vérifier sur place ou sur pièce, obtenir copie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, modifier ou compléter sur place les dossiers à contrôler par rapport à la liste initiale. Effectivement, le contrôleur va vous communiquer environ 15 jours avant la liste des dossiers qu'il va contrôler. Il peut éventuellement changer sur place et choisir de contrôler d'autres dossiers. C'est relativement rare, d'autant plus que maintenant, comme il y a un entretien préalable, le contrôleur doit être plus à même de choisir ses dossiers. En règle générale, le contrôleur ne prend que une copie du rapport général et du rapport sur les comptes annuels, pardon, et du rapport spécial avec les comptes. Donc, le contrôleur peut aussi apprécier la comptabilité de votre cabinet au sujet du montant des honoraires et également toutes les déclarations d'activité. L'unité de contrôle ne peut effectivement s'opposer au contrôle, opposer le secret professionnel et vous devez fournir tout document et explication sur les conditions d'exécution de votre mission, l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, de votre réseau ou des personnes qui y sont liées. Et vous devez bien entendu pouvoir justifier les diligences accomplies en vue du respect des règles d'indépendance. On va le voir, c'est un point important qui est dans les lignes de contrôle du H3C cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Donc, l'approche du contrôle, une nouveauté de 2021, c'est Laurent qui en parle. Alors, pardon. Effectivement, il y a l'approche du contrôle par entretien. Donc déjà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter cette ambiguïté. Là, on est dans le contrôle. Ce n'est pas un contrôle en tant que tel. Je vous ai dit qu'il y a en phase de test, il y a des contrôles par entretien qui sont en contrôle. Par contre, toutes les unités de contrôle, il y a cette année un entretien préalable au contrôle. Le terme mal choisi, contrôle par entretien, c'est un entretien préalable qui est obligatoire. Alors, bon, je vais dire, ça devient obligatoire cette année de le matérialiser dans le pré-rapport. Je veux dire que dans la pratique, franchement, quand on avait des cabinets même de petite taille ou de grande taille, il était hors de question, enfin, en tout cas, nos équipes de contrôleurs, je ne voyais pas comment on pouvait organiser un contrôle sans qu'il y ait un entretien. Nous, on est nous-mêmes contrôleurs. On faisait des entretiens, on a pris plusieurs fois les contrôlés pour essayer de comprendre, ne serait-ce que pour avoir quelques précisions complémentaires sur l'équipe, peu importe, pour essayer de comprendre toutes ces choses-là. La seule nouveauté, c'est que cet entretien doit être matérialisé par un rendu dans le pré-rapport. Il y a un paragraphe particulier. Donc, ce qui m'amène déjà à vous dire que ce contrôle par entretien qui est obligatoire, ne vous en défaussez pas, parce que à la limite, c'est dans votre intérêt, puisqu'il y a déjà du dialogue dans l'ensemble de choses. C'est quelque chose qui est obligatoire, donc c'est pour éviter les surprises, que le contrôle se démarre bien. En fait, l'objectif, c'est s'assurer par un entretien avec un signataire que ce dernier a bonne connaissance de son portefeuille de mandat, les risques qu'il présente, qu'il a bien compris son rôle, les travaux à réaliser, si c'est une obligation, parce que là-dessus, ça ne va pas être très, très compliqué. L'entretien peut être éventuellement suivi d'une demande de pièces pour éviter les conclusions du contrôle. Bon, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre de le contrôle par entretien a pour objet, in fine, de sélectionner le ou les mandats à vérifier. Donc, c'est bien entendu une sélection représentative pertinente tout en le compte de priorité du H3C. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il y a vraiment un dialogue entre le contrôleur et le contrôlé. Donc, on peut échanger sur le portefeuille de mandat et voilà, la sélection peut être naturelle, bien sûr, il y a les prérogatives du H3C. Voilà. Bon, alors, évidemment, ce que vous me dites là, c'est vrai que si vous êtes une unité de contrôle avec un seul mandat, c'est vrai que l'entretien perd de sa valeur. Mais voilà, donc ça, dans les cabinets un peu plus significatifs, c'est important. Si l'unité de contrôle comprend plusieurs signataires, c'est ça qu'il faut dire. L'entretien est mené avec chaque signataire, mais qui fera l'objet d'un contrôle de mandat. Là, je prends un exemple, vous êtes un cabinet significatif, très important, il y a 6 signataires. Il y a 6 signataires de mandat. Le contrôleur a sélectionné 4 dossiers pour 4 signataires différents. Les 2 signataires qui ne sont pas contrôlés ne font pas l'objet d'un entretien. Par contre, chaque signataire faisant l'objet d'un examen de mandat fera l'objet d'un entretien. Voilà. Donc, ce qui veut dire par là que l'entretien, effectivement, varie selon la taille du cabinet. C'est vrai que si on est un petit cabinet avec un seul mandat, l'entretien, il peut être de pure forme, mais encore une fois, il doit être fait et matérialisé. Il y a un paragraphe dans le préambule. Alors, à partir de quel élément on fait sur cet entretien, c'est à partir des pièces qu'on nous donne pour préparer le contrôle. Hein. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on prépare un contrôle, on a reçu le rapport de votre précédent contrôle, les recommandations qui ont été remises, votre kit, bien entendu, vos DA, ça c'est plus important, et les déclarations de formation. Bon. Après, le point le plus important étant les DA, évidemment, parce que c'est ce que je remarque plus souvent dans les contrôles, c'est vrai qu'il y a des fois dans les DA, des imprécisions, des choses qu'on a besoin de connaître. Voilà, il y a un environnement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on identifie aux particularités? Bon, bah, c'est particularités liées à votre environnement, votre organisation et votre activité. Voilà, donc le plus important étant, alors, effectivement, l'activité, bien sûr, c'est le nombre de mandats. S'il y a des secteurs particuliers, alors on verra après touchés ou pas par la crise Covid, c'est un cas particulier. S'il y a des mandats en COCAC, des alertes, des révélations, voilà, des problèmes de signature, des dossiers un peu particuliers qui permettent de les sélectionner ou pas, d'évacuer la sélection. Titre indicatif, on a, en tout cas, nous sur Paris et je pense qu'au niveau national, on évite de sélectionner des dossiers mandat Alpes, auxquels il n'y a pas eu de renouvellement. Voilà, tout ça, c'est à partir de l'entretien où on prévoit avec les DA de bien s'assurer et avoir une sélection pertinente. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un choix des vérifications analysées, y compris la présélection des mandats. Voilà. Après, il y a un entretien utilisé pour arrêter les vérifications à mener en contrôle. Tout ça se fait un peu de concert. Donc, c'est un peu la démarche un peu. On dit obligé, c'est nouveau parce que c'est obligatoire. Voilà. Et dans les faits, c'est ce qui se pratique beaucoup. Voilà. Je passe la parole à Denis après cette parenthèse sur les modalités d'entretien. Donc, modalité de suivi des constats. Donc, si vous avez fait l'objet précédemment d'un contrôle, il y a eu des constats qui ont été émis suite à ce contrôle. Donc, c'est une nouveauté 2021 dans les contrôles. La modalité de suivi des constats est mise en œuvre pour vérifier les actions mises en place à la suite des courriers émis par le H3C, parce qu'en principe, vous avez reçu, et nous, on les a remplis dans vos dossiers, un courrier émis par le H3C. Donc, plusieurs cas de figure. Soit ce sont des recommandations qui ont été émises, plus un plan d'action qui vous a été adressé, et auquel cas, on doit s'assurer de la correcte mise en œuvre du plan d'action que vous aviez vous-même proposé suite à ces recommandations du H3C. Ou cas de figure 2, un courrier simple du H3C sans plan d'action, puisqu'en fait le H3C faisait également des courriers tout simples. Dans ce cas-là, on vérifie les actions mises en place à la suite des constats qui ont été relevés lors du contrôle précédent et qui figuraient dans le courrier adressé par le Haut Conseil, les constats caractérisant des défaillances ou des insuffisances. Et donc, c'est la fin du suivi systématique des constats du précédent contrôle, et notamment si l'unité de contrôle ne détient plus le mandat objet du plan de remédiation, les constats propres à ce mandat ne sont plus à suivre. Modalité de contrôle des procédures, donc une nouveauté cette année. Donc, sur les années antérieures, les contrôles de procédure étaient réservés aux entités qui avaient plus de 50 mandats.
cette année, les modalités de contrôle de procédure ont été modifiées par le H3C et elles sont applicables pour les unités de contrôle qui exercent avec au moins 2 signataires, indépendamment du nombre de mandats détenus. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans le cabinet, il n'y a pas de contrôle de procédure. À partir du moment où vous êtes 2 signataires, il y aura un contrôle de procédure. Alors, ces contrôles de procédure, ce n'est pas un contrôle généralisé. Elles sont ciblées en 2021 sur les éléments suivants. Donc, les procédures relatives à la formation du commissaire aux comptes et ses collaborateurs, le respect de l'obligation de formation. Les procédures mises en place pour identifier les risques liés à la perte d'indépendance, donc la notion d'indépendance, et les mesures de sauvegarde appropriées éventuelles. Et les dispositifs mis en place, toujours la même chose, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et puis, si besoin, effectivement, autres vérifications qui apparaissent nécessaires au regard de l'organisation et de la taille de l'unité de contrôle contrôlée. Donc, le contrôleur peut regarder d'autres éléments de procédure en fonction de la taille du cabinet et éventuellement des particularités liées à certains mandats. Donc, après les procédures qui ne concernent pas tout le monde, on a le contrôle des mandats, qui lui, évidemment, concerne toutes les entités contrôlées. Alors, ce qui ne change pas par rapport à 2020, c'est que donc, le choix des mandats, il est réalisé par le contrôleur. Il est fondé sur une analyse des risques et il est validé par l'entretien, mais sachant qu'au niveau de l'entretien, le contrôleur va effectivement choisir, soit au moment de l'entretien, soit plus tard, les mandats qu'il va contrôler, parce qu'il va rédiger son plan d'approche du contrôle, mais il ne va pas vous communiquer dans l'immédiat les dossiers qui seront contrôlés, il vous les communiquera que 15 jours avant la date de contrôle. Des priorités sur certains types d'entités, donc ça c'est des priorités qui sont données par le H3C, c'est à peu près toujours les mêmes, grandes entreprises, sociétés cotées, Euronext Growth ou Access, les sociétés de financement, les organismes de sécurité sociale, HLM, OPAC, hôpitaux et agences régionales de santé, les partis politiques, les entités visées par l'analyse sectorielle du Haut Conseil sur risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Et également intégration d'au moins une des missions NEP 911 et 912 si votre unité de contrôle utilise ces nouvelles NEP. Ce qui change en 2021, c'est donc une priorité additionnelle pour les entités particulièrement touchées par la crise sanitaire, notamment les secteurs du loisir, du voyage, de l'hospitalité, des biens de consommation hors alimentaire, de l'immobilier, etc. Donc, on a eu communication il y a très peu de temps par la CNCC et le H3C d'un questionnaire spécifique que les contrôleurs devront remplir au sujet sur tous les mandats qu'ils vont contrôler par rapport à ces événements de 2020 et 2021. Et donc, ils devront remplir ce questionnaire et voir si vous avez déclenché éventuellement une procédure d'alerte, une procédure phase 0 ou quel a été le comportement du cabinet par rapport à ces dossiers et aux problématiques qu'ils ont pu générer. Bon, ça, c'était une diapo qui était plus destinée aux contrôleurs qu'aux contrôlés. Donc, les associations rentrent dans le champ, effectivement, des entités prioritaires qui sont données par le H3C, mais ce ne sont pas toutes les associations. Et le H3C rappelle que ce sont plutôt les associations qui sont implantées en périphérie de grandes agglomérations et un objet culturel, cultuel ou socio-éducatif qui peuvent être exposés à une menace de financement de la radicalisation. Les associations ayant un objet humanitaire, des opérations ou flux financiers sont dirigés vers des zones à risque ou vers des groupes terroristes qui peuvent être instrumentalisés aux fins de financer des actions à caractère terroriste à l'étranger, ou des associations opérant dans une zone de conflit ou en lien avec d'autres associations présentes dans une telle zone. Alors, on rappelle qu'un lycée, un club nautique, une crèche ne sont pas visés par l'analyse sectorielle, ne seront pas sélectionnés en priorité par le contrôleur. Vous avez une association club nautique que le choix de ce mandat sera prioritaire. Donc, comme ça rappelle sur la sélection des mandats, on l'a dit, entités prioritaires, donc ce sont des mandats prioritaires selon les orientations du H3C que l'on a décrit tout à l'heure. Après, évidemment, la représentativité des mandats contrôlés. Donc, vérification a priori sur plusieurs titulaires de mandats si vous êtes plusieurs signataires dans le cabinet, sans avoir pour obligation de contrôler tous les associés, comme disait Laurent tout à l'heure.
Les secteurs d'activité représentatifs du portefeuille, donc le contrôleur va regarder un petit peu, faire un tri sur VDA et voir un petit peu si vous avez une majorité de holding ou une majorité de sociétés dans la chimie, dans le pétrole, je ne sais rien. Et donc effectivement, si vous avez une spécialité, il va forcément contrôler au moins une société qui va être dans ce secteur d'activité. Et puis, en fonction du nombre d'heures totales d'audit, on va adapter la sélection. Et bon, là, H3C donne des recommandations quant au nombre de dossiers à contrôler en fonction de votre catégorie d'unité de contrôle. Donc, pour les catégories A qui vont jusqu'à 5 mandats, vous avez une taille de sélection en principe recommandée au contrôleur qui est de un contrôle de mandat. Pour les catégories B qui vont jusqu'à 20 mandats, vous avez une taille entre 1 et 2, donc le contrôleur peut contrôler un mandat ou deux. Catégorie C jusqu'à 50 mandats, 2 à 3 dossiers contrôlés. D jusqu'à 100 mandats, 3-4 dossiers contrôlés, et E, 100 mandats, donc on peut monter à 4 ou 5 dossiers contrôlés. C'est juste une suggestion, donc il peut y en avoir plus, on ne le recommande pas au contrôleur, mais il peut aussi y avoir effectivement le minimum. Donc, comme dit le H3C, la sélection finale est à appréhender en fonction de l'esprit critique et du jugement professionnel du contrôleur. Les vérifications spécifiques, dont on a parlé déjà dans une précédente diapo, donc ça ne change pas par rapport à 2020. L'indépendance et le blanchiment, donc le contrôleur va regarder le respect des exigences déontologiques en matière d'indépendance vis-à-vis de l'entité auditée, les situations porteuses d'atteinte à l'indépendance, y compris celles ayant trait au service autre que la mission de certification fournie par le commissaire aux comptes ou par un membre de son réseau. Et il préconise de vérifier à minima l'indépendance vis-à-vis des tiers chargés de tenir les comptes ou élaborer les états financiers et les documents de gestion, experts comptables, avocats. Donc effectivement, si vous avez des mandats de commissaire aux comptes qui sont tous avec le même cabinet d'expertise comptable ou tous avec le même cabinet d'avocats, ça peut être une problématique par rapport à votre indépendance. Blanchiment, vérification systématique pour les mandats sélectionnés, en lien avec les secteurs à risque identifiés dans l'analyse sectorielle des risques, du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, vous savez que vous avez un certain nombre d'obligations liées à cette NEP, notamment de classification de vos dossiers, de classification des risques. On va pas reprendre, c'était la 9605 modifiée. Vous avez des formations spécifiques là-dessus que j'anime d'ailleurs par ailleurs. Donc, votre vérification systématique, et là, ce sont des nouveautés 2021. Donc, on a la crise sanitaire, bien sûr. Donc là, le contrôleur doit s'intéresser aux diligences menées par l'unité de contrôle sur la prévention des difficultés des entreprises et éventuellement la mise en œuvre de la procédure d'alerte et les diligences réalisées sur les conséquences de la crise sanitaire, le degré d'exposition, en fonction du degré d'exposition de l'entité, des changements induits dans le fonctionnement de l'entité, comptabilisation des aides et prêts de l'État, conséquences sur la capacité à poursuivre l'exploitation. Tout ça, c'est relatif à la crise sanitaire. Comme je vous disais, le contrôleur aura un questionnaire spécifique qui a été établi par le H3C. Le risque de fraude, documentation de l'évaluation du risque de fraude avec le contexte spécifique en plus de la pandémie et probablement des aménagements qui ont été faits au niveau du contrôle interne des entreprises avec beaucoup de gens qui sont en télétravail et qui peuvent effectivement perturber la mise en place du contrôle interne tel qu'elle a été prévue dans l'entreprise avant la pandémie. Et ensuite, les estimations comptables, donc aussi des vérifications spécifiques là-dessus sur tout ce qui est estimation sur les postes ou cycles en lien avec les estimations comptables de la direction de l'entité. Donc, pour récapituler, les modalités d'un contrôle de mandat. Un contrôle de mandat, c'est pour le contrôleur, donc par rapport à votre unité de contrôle, c'est le contrôle du respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance. Les diligences menées sur les préventions des difficultés des entreprises dans le contexte particulier de la crise sanitaire. L'approche d'audit qui est suivie, donc documentation de l'évaluation du risque de fraude et blanchiment et financement du terrorisme. Les diligences d'audit, donc là en plus dans le dossier, avec les conséquences éventuelles de la crise sanitaire.
les postes ou cycles en lien avec les appréciations des estimations comptables. Donc, le contrôle mandat n'est pas forcément par le contrôleur un contrôle exhaustif de l'ensemble des cycles que vous avez regardé au niveau de votre contrôle. Donc, le contrôleur va prendre votre plan de mission, il va voir les risques que vous avez identifiés et s'il est d'accord avec ces risques, c'est sur ces cycles qu'il va faire porter ses contrôles. Donc tous les cycles et les cycles autres, éventuellement les autres cycles à risque examinés qui sont en dehors des problématiques de crise sanitaire ou d'appréciation des estimations comptables. Enfin, l'information financière avec une attention particulière sur les cycles que le contrôleur a examinés, l'information financière notamment en annexe et dans le rapport de gestion. Et ensuite, l'adéquation, bien sûr, de l'opinion émise au regard des conclusions des travaux d'audit réalisés. À cœur de regarder effectivement que votre opinion correspond à la conclusion qui a pu être faite dans votre note de synthèse et ne soit pas en opposition avec les remarques que vous avez pu faire et les seuils de signification notamment. Tout cela, évidemment, dans le cadre des NEP, donc on regarde la correcte application des NEP en lien avec ces vérifications. On ne peut pas contrôler l'utilisation de chaque NEP individuellement, c'est uniquement les NEP qui vont être utiles par rapport au contrôle sur les cycles ou les opérations que le contrôleur va regarder. L'importance pour le H3C, c'est surtout à la fin, c'est l'adéquation de l'opinion émise au regard des conclusions et c'est pour limiter le risque par rapport aux commissions. Alors, maintenant qu'on a Denis a présenté un peu les modalités de contrôle d'un mandat, on arrive sur les conclusions. Alors, évidemment, ça concerne tout le monde. Pour le coup, tout le monde aura un minimum un contrôle de mandat, donc tout le monde aura sa conclusion. On ne va pas rentrer dans la cuisine des nouveautés de la rédaction du rapport, mais cette année, dans les rendus, il y a des annexes de mandat systématiques. Et la conclusion sur toutes les diligences menées dans le contrôle de mandat sont remontées dans une conclusion qui est dans le corps du pré-rapport. Et il y a une conclusion pour chaque mandat examiné. Il y a un mandat contrôlé, il y a une conclusion. Il peut y avoir des exceptions, parce que des fois, quand il y a effectivement des mandats avec des comptes sociaux consolidés, il peut y avoir deux conclusions, une pour les comptes sociaux, une pour les comptes consolidés. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est sur chaque mandat examiné, il y a une conclusion. Alors, une conclusion classifiée, alors maintenant ça fait déjà 2-3 ans qu'on est dans cette classification-là, ce sont 4 couleurs. Alors, il y a les feux tricolores, et après il y a une coloration un petit peu noire. Alors, vous allez voir, il y a 3 couleurs qui sont en lien avec l'opinion, et une sur le caractère erroné qui est un tout petit peu décalé. Donc, ce qu'on attache dans la conclusion du mandat, c'est savoir si oui ou non l'opinion que vous avez émise au vu des diligences que vous avez menées, si oui ou non l'opinion que vous avez émise dans votre rapport sur les comptes annuels est étayée. Donc, vous voyez bien qu'on s'attache uniquement déjà à l'opinion. Ce qui est important, c'est la partie première du rapport, c'est la certification du nom des comptes et non pas les insuffisances sur les vérifications spécifiques. On est un peu moins là-dedans, donc on est vraiment sur l'opinion. Alors, 4 cas de figure. Le vert, donc là, l'opinion d'émise sur les comptes est étayée. Donc, il peut y avoir ou non des axes d'amélioration, mais en aucun cas, il n'y a aucune insuffisance qui a été relevée. L'opinion est étayée. La couleur orange, la couleur un peu hybride, c'est comme les feux. L'orange, il dure 2-3 secondes. Alors, on est au vert, on est au rouge. On ne sait pas trop où on est. Donc, le orange, on sait que la conclusion, c'est que l'opinion est in fine étayée. Donc, on est plus au vert. On a le droit de passer au orange. Mais il y a quand même un certain nombre d'insuffisances relevées. Mais in fine, par des mesures contradictoires, efficaces, des observations ou un caractère circonscrit des insuffisances, enfin bon, pour tout un tas de raisons, in fine, l'opinion est étayée, demeure étayée, malgré les insuffisances relevées. Donc, tout ce qui est vert, orange, il faut se souvenir, c'est quand vous êtes dans ces couleurs-là, vous avez une opinion étayée. On rentre dans le rouge, alors là, c'est la couleur un peu là, l'opinion d'audit n'est pas étayée. C'est-à-dire que, en gros, des insuffisances ont été relevées, qui fait que le contrôleur estime que l'opinion qui a été mise dans le rapport n'est pas étayée. Alors, ça va de l'absence complète de diligence sur des cycles significatifs ou des diligences
pas correctement menée ou pas en regard avec l'approche de l'audit. Il peut y avoir tout un tas de circonstances dans le rouge. Lorsque vous êtes dans le rouge, vous êtes en opinion non étayée. Alors, le plus problématique, c'est l'opinion noire. L'opinion d'audit est erronée. C'est-à-dire que là, il y a une opinion qui a en gros, c'est que l'opinion que vous avez mise de certifier les comptes, vous n'auriez pas dû, ou inversement, ce qui est plus rare, l'opinion d'audit, certification, refus n'est pas en adéquation avec les éléments relevés dans le dossier d'audit. Bon. Alors, c'est un peu gênant parce que le noir, alors, où il peut y avoir du noir, des opinions erronées un peu significatives, c'est-à-dire que vous avez relevé des insuffisances supérieures à votre seuil de enfin, des ajustements supérieurs à votre seuil de signification, vous avez quand même certifié les comptes, donc là, vous êtes dans une opinion erronée. Vous pouvez avoir des opinions erronées un peu plus light, qui sont, enfin, pas light, mais ce qu'ils appellent du noir pas grave. Mais par exemple, lorsque vous certifiez des comptes avec l'alias fiscal sans comparatif, donc c'est une opération qui est erronée puisque vous devez avoir un comparatif en fonction d'un article du Code du commerce. Donc déjà, je passe un petit message. Déjà, au niveau des contrôles cette année, si vous pouviez déjà rechecker un peu dans tout vos dossiers et vérifier qu'il n'y a pas, vous n'avez pas à l'appui de vos comptes l'alias fiscal, mais bien des états financiers avec des comparatifs, ça va éviter ce qu'on appelle des noirs pas graves, des opinions pas terribles. Alors, comme ce noir est un peu déconnecté, vous voyez, des couleurs vertes, orange et rouge, ce qu'on nous demande, c'est lorsqu'il y a une opinion noire qui est émise sur un dossier, on y affecte aussi la coloration de l'étayement ou non d'opinion dans le dossier. Ça veut dire que lorsque vous êtes en noir, vous pouvez avoir un noir vert, un noir orange ou un noir rouge. Alors, évidemment, quand vous êtes noir-rouge, ça commence à être pas bon. Vous avez fait une opinion erronée avec des insuffisances dans le dossier. Mais il peut y avoir un noir-vert qui finalement pondère beaucoup, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une présentation erronée de compte avec une absence de comparatif, alors que les diligences sont parfaites dans le dossier. Donc, évidemment, ça pondère. Enfin, ce qui est quand même retenu, c'est le noir en premier. Mais même si ça pondère un peu. Donc ça, c'est important, cette coloration. Il faut bien comprendre que et c'est rédigé comme ça dans les pré-rapports. Hein. Nous contrôlons à chaque fois, donc il y a même des codifications avec le. Voilà, ce qu'il faut bien vous souvenir, c'est que tant que vous êtes dans le vert, ça c'est nickel. Même s'il y a des observations. Orange, bon, c'est étayé, donc tout va bien. Quand vous êtes dans le rouge et le noir, vous commencez vraiment à discuter, à essayer de voir un peu le contradictoire, si vous n'y êtes pas. Voilà. Alors, en fonction de ça, je pense qu'après, sachant que tout ce qui est rouge et noir, on doit passer. Alors, en relecture. Mais c'est pas. Enfin, il ne remplace pas quand on voit un rouge. C'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit tracé. Parce que tout ce qui peut arriver, c'est qu'ils disent bon, finalement, non, c'est pas du rouge, c'est du noir-orange. Ça serait plus dangereux si le H3C demandait à relire tous les verts et les oranges. Mais là, c'est vrai que le H3C, lorsqu'on met du rouge et du noir, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont relus au bureau du Conseil national et après transmis au H3C pour relecture. Mais ça se transforme sur de la forme. Il peut y avoir du reclassement, mais c'est vraiment très, très rare. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, que ce soit le H3C qui relise, qui valide notre position, parce qu'ils peuvent aussi l'infirmer en disant vraiment c'est trop dur. C'est arrivé dans quelques cas, mais généralement, voilà, nous on essaye de notre côté d'être le plus juste possible et d'harmoniser. C'est pour ça qu'on a un système de relecture sur Paris où on essaye un peu d'harmoniser un peu les conclusions, etc. Donc là, on vous donne un certain nombre d'illustrations, un peu d'illustrations de rédaction telles qu'ils peuvent apparaître dans les pré-rapports. Voilà, l'illustration d'un mandat vert, donc ça c'est simple, l'opinion a été mise et étayée, ça commence toujours à l'écrire comme ça. Bon, l'approche d'audit est suivie, structurée, adéquate, substantivement bas. Bon, alors ça, c'est élégamment rédigé, ça n'existe pas dans tous les pré-rapports. Il y a certains qui se limitent à dire que l'opinion émise sur les comptes est étayée, certains qui vont un peu plus loin, qui disent que tout est parfait, machin. Voilà. Bon. Après, on est en mandat vert, il peut y avoir des axes d'amélioration. Donc, on comprend bien. Vous voyez, c'est juste pour illustrer que ce n'est pas parce qu'il y a une opinion qui est étayée, il peut y avoir des axes de revendication à titre, on va dire, d'axes d'amélioration, de progrès, de challenging, sans que ça n'influe sur l'opinion, que ce soit grave. Alors là, l'exemple, la suppression des paragraphes spécifiques aux sociétés cotées dans la partie relative aux vérifications spécifiques. Je pense qu'il y a
une phrase erronée, la vérification classique sur le rapport sur les comptes annuels, vous voyez, ça n'inclut pas sur l'opinion, c'est pas grave, mais on le signale à titre d'amélioration, faire attention aux rédactions, l'usage de référence du code de commerce approprié à la forme juridique, dans le rapport spécial. Vous voyez, on est vraiment en dehors de l'opinion. C'est pour ça que c'est des remarques qui n'ont pas de caractère. Alors, après, il y a l'illustration du mandat orange. Alors, si je peux me permettre une critique de ce slide, je suis un peu responsable, puisque les outils, on les revoit, mais moi je leur ai dit, mais ils ne veulent pas m'écouter. Je pense que tel que c'est rédigé comme ça, c'est mal rédigé et c'est pas élégant. Parce que l'orange vous ai dit plutôt que l'opinion était étayée, mais il y a des insuffisances qui ont été apparaissent. Moi, j'ai du mal à écrire dans les rapports, et même quand je les relis, l'opinion est étayée, mais il y a des insuffisances. Et comme par hasard, après, on décline toutes les défaillances, mais à aucun moment on explique comment l'opinion est étayée. Donc, il manque, alors on comprend bien que les défaillances identifiées dans les examens du mandat, alors le plan de mission doit être plus développé, mieux formalisé, on ne sait pas où, comment, machin. Un programme de travail doit également être formalisé, d'accord. Des circularisations ont dû être demandées. Bon, mais ça veut dire que est-ce qu'il y a eu des mesures compensatoires, comment in fine, malgré cette absence de circularisation, comment in fine l'opinion est étayée, par quelles mesures. Donc, c'est ça qui manque. Donc, il faut, quand il y a du orange, il faut qu'il y ait ce débat à la fois d'insuffisance, mais expliquer comment l'opinion est étayée. Et c'est votre intérêt, parce que quand ça ressort comme ça, on voit les défaillances. À aucun moment, on ne voit les travaux compensatoires qui ont été faits pour l'étayement de l'opinion, alors qu'on est dans une classification orange détaillée. C'est pour ça que l'orange est à la fois dur et dans l'esprit contradictoire. Voilà, je pense que ça mérite. Voilà. Donc, voilà. Bon, le rouge, voilà. Alors, le rouge, il faut bien comprendre le rouge. On peut avoir du rouge avec des actes d'amélioration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre lorsqu'on a un mandat rouge, l'élégance, ça peut arriver. Il faut vraiment que les constats des défaillances relèvent, influent sur l'opinion. Voilà. Donc l'approche d'audit est faible et non construite. Ça veut dire que là, visiblement, il n'y a pas d'identification des risques, pas d'établissement de plan de mission, pas de présentation de programme de travail, une définition de seuil de signification. Déjà, là, il y a zéro approche d'audit. Ça, c'est clair. Et 10 gens dans le dossier correspondent uniquement à un ensemble de photocopies comportant par certaines des coches manuscrites dans les gens. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que c'est clairement un dossier, on a pris clairement les copies du expert comptable en les ajoutant faiblement. Donc, c'est évidemment que le contrôleur, à juste titre, a considéré que les diligences étaient insuffisantes. Alors, on ne dit pas que c'est faux, hein. On ne dit pas que c'est erroné, on dit que c'est insuffisamment formalisé pour étayer une opinion. Voilà. Par ailleurs, c'est là où c'est élégant et bien rédigé, il y a aussi, malgré les insuffisances relevées qui justifient un rouge, donc le rouge est justifié par une absence d'approche audit et des diligences faibles. Par ailleurs, vous voyez, matérialiser, formaliser la justification des appréciations. Voilà, ça c'est un axe d'amélioration. C'est-à-dire s'il n'y avait pas que ce ne sont pas des faiblesses qui influent sur l'opinion, mais on peut quand même les mettre en axe d'amélioration malgré le fait qu'on donne un mandat rouge. C'est une illustration. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, l'opinion était. Alors, le mandat noir. Alors voilà. L'opinion émise sur les comptes est erronée, les comptes joints. Alors voilà, c'est ce que j'expliquais. S'il vous plaît, faites en sorte que ça n'arrive plus. C'est pas possible. L'opinion émise sur les comptes est erronée, les comptes joints au rapport de la certification sont les états de la liasse fiscale et de ce fait sans comparatif correspondant aux prescriptions du règlement. Donc, estimons que là, ce n'est pas possible de certifier des comptes dans lesquels on ne certifie pas la liasse fiscale. Donc, voilà. Donc, alors là, vous voyez, on est en mandat noir et avec en plus des axes d'amélioration. Il manque, à mon sens, si je fais aussi un esprit critique, là, il manque une connotation sur le bio. Là, on présente des axes d'amélioration, mais on ne sait pas si on est en noir, vert. Alors, visiblement, ouais, il écrit en vert.
bon, ça peut être, ça peut faire comme ça, mais ce serait plus élégant de dire en dehors de ce point, les diligences sont correctement demandées au vu nous avons relevé des axes d'amélioration. Enfin, bon, bref, c'est une illustration. Alors après, il y a l'opinion non étayée. Alors là, autre cas erroné, alors c'est erroné un peu plus significatif. Hein, les travaux, alors là, vous voyez, on est en noir-rouge. C'est ça, c'est pas top. Ça. Alors là, on est dans le noir parce que on a l'IA fiscale. Donc, si on n'avait que ça va. Mais les travaux d'audit sur les 6 stocks ont mis en évidence, de notre part, une mauvaise comptabilisation des travaux en cours. Là, la comptabilisation a été effectuée à la méthode de HMO, alors que la méthode utilisée, l'avancement. Bon, grosso modo, il y a comme ça. Donc, il y a une erreur. Alors là, c'est là où on rigole, c'est que le seuil de simplification calculé est en 20 k €. Une réserve pour désaccord sur les stocks aurait dû être intégrée. On aurait peut-être pu réviser le seuil de signification, peut-être qu'on aurait pu éviter le noir. En tout état de cause, visiblement, le noir est justifié de 2 façons. Un, il n'y a pas de comparatif. 2, il y a des ajustements relevés dans les états financiers supérieurs au seuil de signification défini, si bien qu'une réserve pour désaccord aurait dû être mise dans le rapport d'une certification pure et simple. Et là, on en rajoute une couche, et par ailleurs, l'opinion n'est pas étayée du fait de l'absence de diligence. C'est-à-dire que là, on commence en noir et on explique en plus qu'il y a des défaillances dans le noir rouge. Ça, c'est le truc, pardon, à éviter ça. Voilà. C'est toi, Denis, qui en prend la main. Okay. Ouais. Donc, suite à détails sur le contrôle, un petit peu quelle va être la formalisation de la restitution de ce contrôle. Donc, le contrôleur va travailler avec une matrice unique et obligatoire qui est communiquée par le H3C. Dans la première partie de ce rapport, il y a une présentation de l'unité de contrôle et de son activité, une présentation synthétique, et maintenant on met tous les détails dans une annexe, parce qu'auparavant, dans cette première partie, le détail de la présentation était inclus, et maintenant, à partir de cette année, le H3C a souhaité que nous rédigions une annexe pour cela. Donc, c'est juste une synthèse dans le corps du rapport. Donc ça, c'est le plan d'approche du contrôle et dans lequel le contrôleur va également décrire votre organisation et les ressources qui seront affectées au contrôle, c'est-à-dire le nom du contrôleur, les dates de contrôle, la date de l'entretien et la date du contrôle définitif. Donc ce plan d'approche du contrôle qu'on appelle PAC est communiqué par le contrôleur à la CRCC et à la CNCC 15 jours avant, minimum 15 jours avant sa venue dans votre cabinet, pour qu'il soit revu et validé. Ensuite, deuxième phase, c'est la procédure contradictoire. Le contrôleur se déplace chez vous et réalise l'ensemble des contrôles. Dans la procédure contradictoire qui sera matérialisée à la fin de ces contrôles par un entretien avec chacun des associés qui a fait l'objet d'un contrôle de mandat. Le contrôleur, donc ça c'est le paragraphe 3 du rapport. Paragraphe 4 du rapport, ce sont tout ce qui traite au suivi des actions mises en place à l'issue du précédent contrôle, on l'a vu tout à l'heure, en fonction des recommandations H3C qui ont été faites lors de votre précédent contrôle. Le contrôleur va contrôler le suivi de vos actions. Cinquième partie, tout ce qui est relatif au constat tiré de l'examen de l'organisation et des procédures d'unité de contrôle. Donc ça, c'est réservé, on l'a vu tout à l'heure, aux unités de contrôle qui ont à minima 2 signataires. Et sur un seul signataire, il peut y avoir éventuellement des commentaires qui sont faits par le contrôleur. C'est dans le cadre du contrôle mandat s'il a relevé des défaillances importantes, notamment sur le blanchiment, notamment sur d'autres procédures. Et la partie 6, enfin, tout ce qui est constat tiré de l'examen des travaux réalisés par l'unité de contrôle sur les mandats. Donc ça, c'est le contrôle mandat et c'est la synthèse du contrôleur sur l'ensemble des mandats qu'il aura contrôlés. Donc, suite à ça, on va avoir un pré-rapport et un rapport ensuite définitif, comme on l'a vu en début de session. Donc, en paragraphe 4, on aura
On a le suivi des actions mises en place, donc la conclusion sur le suivi des constats formulés lors du précédent contrôle sur les procédures et l'organisation, et les conclusions sur le suivi des constats formulés sur l'exécution de la mission. Sur les procédures, on répète un petit peu la même chose. Pour les unités de contrôle, il y a au moins 2 signataires. Donc, on a le maintien des connaissances des associés collaborateurs à la formation. Les procédures d'identification des risques liés à la perte d'indépendance et mise en place des mesures de sauvegarde éventuelles. Le respect des obligations du blanchiment de capitaux, financement de terrorisme et éventuellement des constats divers sur l'organisation de l'unité de contrôle qui seraient des constats sur d'autres points. Ensuite, le constat sur l'exécution de la mission. Donc ça, c'est la synthèse de chaque mandat qui est présenté en paragraphe 6, plus donc des constats spécifiques à l'annexe pour chaque mandat examiné. Donc une annexe est rédigée pour chaque mandat examiné par le contrôleur et une annexe qui va être un petit peu plus descriptive sur le mandat et sur l'ensemble des cycles qu'il aura pu contrôler, sur l'activité de la société pour qu'on ait une appréciation un peu plus détaillée du mandat. Donc, comme on l'a déjà évoqué, le point de contradictoire ayant conduit, donc on va avoir un rapport définitif. Donc, on a un contradictoire qui va, le pré-rapport va vous être adressé pour un contradictoire. Donc, vous allez vous-même répondre à ce contradictoire. Donc, si ce contradictoire nous amène à modifier le rapport, donc il y aura des modifications dans chaque partie du rapport décrivant le constat. Donc, vous faites, le contrôleur a émis certaines observations qui, selon vous, ne sont pas adaptées, et auquel cas le contrôleur va modifier dans le corps du rapport son pré-rapport pour que le pré-rapport devienne définitif. Et par contre, il peut également y avoir des points du contradictoire qui ne conduisent pas à modifier le rapport définitif. Alors, c'est souvent des divergences de jugement professionnel. Donc, le contrôleur explique pourquoi il n'est toujours pas d'accord avec vous. Ou des observations de votre part indiquant des actions mises en œuvre post-période contrôlée en vue de répondre au constat du rapport. Et on a assez souvent de la part des unités de contrôle qui nous disent oui, ça je ne le faisais pas, mais maintenant je le fais. En fait, ça ne peut pas modifier le rapport. Par contre, on indique la démarche d'amélioration dans le paragraphe 3 du rapport. Le traitement du contradictoire est fait par le contrôleur sur un document spécifique qui s'appelle le CQ 95 et qui sera annexé au rapport avec les observations de l'unité de contrôle. Il faut bien savoir que lorsque vous faites des observations suite à un rapport, vos observations sont ensuite annexées au rapport et sont également annexées au rapport le traitement que va en faire le contrôleur. Faites attention aux éventuelles observations que vous pouvez faire sur le pré-rapport, puisque le H3C en aura connaissance et ça sera annexé. Ça peut des fois avoir des points positifs ou des points négatifs pour vous. Donc, faites attention à ce que vous rédigez lorsque vous renvoyez éventuellement des observations. C'est un petit conseil. Merci Denis. Sachant que la petite nouveauté par rapport à ça, par rapport à l'année dernière, c'est que le contradictoire avant il y avait un contradictoire, j'ai un courrier pour dire que vous attirez attention sur un désaccord ou pas du pré-rapport. Nos réponses n'étaient pas annexées au pré-rapport. Ça veut dire que ça restait lettre morte lorsque le pré-rapport n'était pas modifié dans le rapport définitif, ce qui posait toujours un problème. Donc cette année, la nouveauté, c'est que à la fois votre courrier et le nôtre et le traitement de votre courrier figurent en annexe. C'est-à-dire que même si le pré-rapport n'est pas modifié, votre courrier et notre réponse figurent en suivi, ce qui permet d'avoir une traçabilité plus efficace qu'il y avait c'est un peu une nouveauté, ça me paraît très bien, nous l'avions clairement demandé au bureau national. Je ne vois pas pourquoi votre courrier est annexé, par exemple. Donc là, on est sur le rôle du contrôlé. Votre rôle, au-delà de
parce que il faut bien comprendre, c'est votre contrôle, hein, c'est pas le mot. Donc, il y a deux éléments, vous avez deux éléments très importants. C'est effectivement le KIP, donc, mais surtout, moi, j'attire l'attention sur les déclarations d'activité, parce que le KIP, bon, vous voyez, compter une demi-heure, 1 heure pour remplir ce document, franchement, j'ai pas de souci avec ça. On arrive toujours à cerner. Maintenant, on a une équipe de contrôleurs chevronnés, donc faites attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que Denis vous a expliqué, c'est que dans la partie du pacte, le plan d'approche du contrôle, qui représente en gros presque la moitié de la rédaction du pré-rapport, ce sont des informations que vous avez communiquées dans l'équipe. Hein. Donc, ça veut dire que si vous communiquez une information erronée, bon, bah, ça ira une information erronée dans le pré-rapport, puisque ce sont vos observations. Moi, j'attire aussi l'attention sur les déclarations d'activité. Vraiment, prenez le temps approprié pour vous assurer de vos mandats actifs, que tout est correctement déclaré et qu'il n'y ait pas de blagues dans les activités. On voit trop d'erreurs. Alors, cette année, l'obligation de l'entretien préalable au contrôle devrait limiter ces risques, même si c'était, je vous ai expliqué que dans les faits, c'était pratiqué. Des fois, parce que pour comprendre des observations ou des informations qui nous manquaient, maintenant, on a l'obligation de le faire par entretien. Donc, normalement, ça devrait aller mieux, mais on attire vraiment l'attention sur la qualité de rédaction de l'équipe et surtout des déclarations d'activité qui soient faites, bien sûr, dans les délais, mais surtout de manière exhaustive et le plus exact possible sur tous les points qu'on vous demande. On attire l'attention que c'est un document majeur, puisque effectivement, c'est la première idée qu'on a de l'organisation des procédures de l'unité de contrôle. Donc, effectivement, c'est l'élément majeur. Type EDA, c'est avec ça qu'on prépare le contrôle. Voilà. La qualité des informations permet de déterminer plus précisément les opérations de contrôle, d'alléger le contrôle sur place ou à distance. Hein. On verra à peu près dans les prérogatives comment ça se déroule dans les contrôles. Ça facilite un dialogue constructif, évidemment, parce que si on passe notre temps à dialoguer, à corriger ce qui manque ou les erreurs, c'est moins constructif que d'aller plus avant dans le contrôle. 2 annexes à renseigner, une obligatoire, 2 pour les succès déjà contrôlés, c'est pour le suivi en valeur des améliorations apportées. Encore une fois, c'est tout ça, figure dans l'équipe, au vu des informations de vos derniers contrôles, et non, c'est le premier contrôle. Ça n'a pas lieu d'être. Hein. Le contrôleur porte un avis sur document lors de la rédaction de son rapport. Ça a été le plus élégant possible. Effectivement, quand il n'y a rien, c'est une notation qui est mise. Ça influe sur l'opinion. Voilà, c'est juste pour que ça soit vraiment confraternel et que ça se passe bien entre les deux. Alors, un petit calendrier prévisionnel, non pas que. Bon, il est explosé chaque année, donc, mais on va essayer de faire en sorte d'exploser chaque année, puisque sur Paris, déjà par la volumétrie des contrôles, parce que je ne l'ai pas dit, mais sur 1000 contrôles, Paris c'est près de 300, donc un peu plus de 300 sur 1000, donc voilà, donc c'est quand même un petit peu significatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a des contraintes, donc aussi bien, je sais que vous avez aussi vos contraintes, vous êtes relancé d'ailleurs pour transmettre l'équipe, les packs et dans l'équipe, pardon, et les DA, dans un souci quand même pour que ça. C'est toujours un peu l'armée mexicaine où jusqu'à fin février de l'année d'après, on doit rendre toutes les conclusions des contrôles. C'est-à-dire que s'il n'est pas rendu, ce contrôle n'est pas fait ou n'est pas valable. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il ne rentre pas dans les statistiques. Moi, ce que je veux attirer l'attention, c'est que on essaye de mettre des contraintes, non plus que ce soit. Mais on a bien compris que lorsqu'on vous avez 15 jours pour faire l'équipe, après on a 15 jours pour donner l'entretien. Après, on prend un rendez-vous, on a 15 jours pour faire le truc, vous avez 30 jours pour faire le contradictoire. Évidemment, si à chaque fois on se prend des délais, évidemment, on démarre un contrôle, on ne finit jamais. Ça c'est ma première remarque. La deuxième remarque que je tiens à vous faire, c'est plus on restitue tard, plus on fait le contrôle tard, plus on restitue tard et moins il y a de contradictoire. En tout cas, la cause, c'est plus on démarre un contrôle un peu plus en amont et plus on s'en sort. Voilà. Alors après, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, normalement, tous les contrôles
sont rentrés depuis. Là, je vous donne le point de la campagne plus précisément. À fin juin, tous les contrôles avaient été lancés, ça c'est sûr. Normalement, les contrôles ont été affectés aussi fin juin. Il y a eu quelques arbitrages pour le H3C, puisque évidemment, je vous ai expliqué dans le premier slide que le H3C, on regarde surtout, y compris sur l'affectation du contrôleur. Donc, il y a eu quelques arbitrages, mais en tout état de cause, maintenant, la campagne est lancée. Donc, il y a quelques équipes qui ne sont toujours pas dans le circuit. Donc, ça commence à être normalement déjà en relance. Donc, la période des DA, alors évidemment, on demande pour ceux qui sont contrôlés de les faire au plus vite. On a bien noté que c'était le 3 juin, mais ça n'empêche pas de commencer le contrôle et de prendre des rendez-vous. Donc, la cadence des contrôles, c'est là. C'est du 25 septembre au 15 novembre. Après, lorsqu'on arrive à une période un peu plus, un petit peu en retard, et voilà. Donc, c'était le message que je voulais faire passer là-dessus, sur les budgets. Très bien, parfait. Petit rappel de ce que nous avons déjà abordé auparavant. Donc, unité de contrôle risquée ou non risquée, en fonction du nombre de mandats, il y a un certain nombre d'heures qui sont affectées aux contrôleurs. Donc, effectivement, sur le même nombre de mandats, si vous êtes risqué, il y a un petit peu plus d'heures qui sont affectées aux contrôleurs. Pour 100, par exemple, donc pour le contrôle non risqué, on a 44 heures pour le contrôleur. Souvent, ce sont 2 contrôleurs dans ce cas-là. Et dans les unités risquées, c'est 50 heures. Il est préconisé par le H3C que le contrôleur consacre environ 50% du temps global au contrôle sur place ou à distance. 50%, c'est réellement sur le contrôle. Il faut savoir que le contrôleur, effectivement, a toute la prise de connaissance avant, le plan d'approche du contrôle, ensuite son pré-rapport, ensuite le suivi du rapport définitif et le rendu du rapport définitif, plus les communications éventuelles avec la H3C, la CRCC, la CNCC. Donc, il n'est présent chez vous, en principe, que 50% du temps global qui lui est affecté. Les délais à respecter, on vous a parlé tout à l'heure. Donc, à chaque étape du contrôle, donc il y a d'abord une confirmation du périmètre de contrôle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est par rapport à votre unité de contrôle et bien appréhender que l'unité de contrôle qui a été décrite dans le QIP est la bonne. On a parfois des surprises à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le renvoi du questionnaire du QIP, c'est en principe complété. Ça va être fait au jour d'aujourd'hui. Éventuellement, une récusation du contrôleur dans les 10 jours, mais ça également, ça doit être fait. Et la présentation des observations, on en est à cette étape-là. Donc, vous avez 1 mois après la notification du pré-rapport pour présenter vos observations, sachant que si vous n'avez pas présenté d'observation dans le mois, on considère que le pré-rapport devient un rapport définitif et il est transformé en rapport définitif et vous est adressé. Parce qu'on n'est pas encore là. Encore là, mais ça sera là. Parce que ça, c'est les obligations des contrôlés. Les délais à respecter, c'est pour les contrôler. Il y a 15 jours pour confirmer son périmètre, 15 jours pour envoyer son type, 10 jours pour accuser les contrôleurs. Effectivement, ça va être fait. Et une fois que c'est lancé, il y a la deuxième étape, la restitution. Là, une fois qu'on reçoit le pré-rapport, il y a 1 mois pour la contradictoire. Voilà. C'est les délais du contrôlé. Il y a les délais du contrôleur qui viennent se rajouter à ça. C'est ça. Donc, les communications les différentes communications avec le contrôleur. Donc, si nécessaire, lors de l'exploitation du QIP, par exemple, le contrôleur va vous appeler pour fixer les dates d'intervention et notamment la date de l'entretien pour sélectionner les mandats contrôlés. Vous devez en être à peu près là pour beaucoup. Confirmer le rendez-vous avec la liste des dossiers envisagés une semaine avant l'intervention sur place et à distance. Nous, on donne une semaine, 15 jours au contrôleur. Ensuite, contrôle sur place ou à distance, plutôt sur place. Une synthèse orale à la fin des contrôles qui doit en principe déblayer toutes les problématiques, notamment sur les couleurs des mandats, au moins que le contrôleur vous expose quelle sera sa position à l'issue du contrôle. Un petit rappel comme quoi la liste des mandats sélectionnés par le contrôleur pourra être modifiée ou complétée sur place ou à distance. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Ça aurait pu arriver avec l'entretien préalable. Franchement, si je peux juste permettre un esprit critique de ce secteur, c'est très critique.
c'est compliqué d'expliquer qu'on fait un entretien pour préparer et sélectionner le dossier pour dire après que la liste des mandats peut être modifiée. Ça, c'était le passé. Hein. On aurait dû supprimer ça. Parce que normalement, justement, l'entretien après, c'est ce qu'il y avait dans le passé, comme tu le dis bien, marginal. Mais c'est vrai que des fois, on sélectionne les mandats, puis on arrive là-bas, on dit, bah, finalement, je ne l'ai plus, j'ai oublié de vous dire, j'ai perdu mon mandat, j'étais en coquette, mais je n'y suis plus. Ça venait souvent d'une incompréhension, d'une absence de communication, d'idée incomplète. Hein, voilà. Ou alors j'ai un internex, mais en fait, non, je me suis gouré, c'est pas ça. Quand on se trompe aussi sur les DA ou qu'on fait les K euros et les euros, donc on a l'impression qu'on a des grandes entreprises, mais en fait, c'est rien du tout. Donc, mais ça arrive. Voilà. Donc, c'est l'entretien doit éviter tout ça. Alors, voilà. Ah oui, alors on est sur les annexes, on est bien, oui, on a un petit quart d'heure encore sur les annexes avant les questions, hein, donc c'est bien, on est parfait. Les annexes sont partagées, alors c'est quelques rappels, sélection, alors ça concerne aussi bien, en quoi là, je vais rentrer dans le détail parce que c'est une sélection, en cas de sélection, une mission ALP ou PE, donc ça sert aussi bien les contrôler que les contrôleurs, hein, vérifier le champ d'application, la démarche d'audit, bon, surtout vérifier et prioriser, donc on rappelle surtout vérifier l'anonymisation dans la gestion, des procédures spécifiques, enfin, en gros, c'est l'application des 911-912, alors après c'est un peu plus, c'est plutôt le rappel, hein, le rappel sur ces NEP, pour faire un cours sur la loi Pacte du 6 juin 2019, enfin, vous savez tous maintenant qu'il y a deux types de missions, mission dite ALP. Celle-là, elle est assez simple à cerner, puisque déjà de deux manières, c'est la NEP 911, c'est 3 ans, c'est ce qu'on y a les prérogatives, je ne vais pas rentrer en détail, c'est un ensemble d'obligations, il y a des allègements, etc. La mission ALP, d'abord, elle est facile. Alors, déjà, on vous pose la question dans votre type, hein, savoir si vous appliquez ces NEP, alors même si je fais confusion entre application et détenir un mandat et appliquer le NEP, parce qu'on peut détenir un mandat PE mais pas appliquer les NEP, ça c'est des choses qu'il ne faut pas confondre. Pour la NEP 911, c'est facile à cerner, puisque déjà vous avez l'obligation de les déclarer dans vos DA. Lorsque vous êtes en mandat ALP, vous dites si oui ou non vous appliquez la mission ALP, oui ou non. C'est une obligation déclarative. Et puis il y a du juridique, puisqu'on arrive fort en NEP 911 comme ça. La NEP 912, c'est plus touchy. Hein, c'est une mission classique déjà. Donc la NEP 912, effectivement, on est sur un ensemble de conditions respectées. Donc, c'est déclaratif. Vous l'appliquez ou vous ne l'appliquez pas. C'est encore une fois, on peut détenir un mandat PE, mais pas nécessairement appliqué à la NEP 112. Donc, c'est des choses c'est à vous de le déclarer. Encore une fois, je fais la distinction entre la 911 et la 912. La 911 qui est juridique. Là, c'est 3 ans, il faut du juridique, du PVDG, etc. Mais la 912, elle n'apparaît que, à mon avis, dans l'aide de mission et dans les rapports, si je peux me permettre un petit conseil, quand vous appliquez la 912, ne parlez pas dans vos rapports des normes d'exercice professionnel, mais de la norme d'exercice professionnel. C'est comme ça qu'on voit un peu de défaillance dans les applications de NEP 912. C'est dans la rédaction du rapport. C'est-à-dire qu'on applique la NEP sauf au moment de rendre l'opinion. Allons jusqu'au bout. Voilà. C'est un petit rappel qu'on voulait faire, parce qu'effectivement, on regarde. Alors, c'est ce qu'on appelle. Alors, après, il y a des rappels sur la NEP 911 qui est applicable dans les mandats en cours. Alors, après, effectivement, plus on avance, moins c'est le cas, mais effectivement, la NEP 911 n'était pas là 3 ans, mais il y avait une exception, c'est-à-dire qu'on pouvait la transformer immédiatement en NEP 911, mais s'il restait plus de 3 ans, alors à ce moment-là, c'était l'exception de la NEP 911 qui allait à plus de 3 ans, puisque s'il restait 5 ans de mandat obligatoire sur les textes, on pouvait faire une 911 qui allait jusqu'au renouvellement. Donc, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Donc, de documents de restitution, rapport sur les comptes annuels, mais ça, malheureusement, heureusement, tant qu'on est en NEP 911-912, on continue de donner une opinion sur les comptes. Donc, on est complètement dans les opinions vert, orange, rouge, noir que nous avons exposées. Sont concernées alors, les missions classiques qui peuvent choisir l'audit légal des PE, à le voir si avant.
Les entités qui n'ont pas le statut de société, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils précités, et dans le cas qui est nommé sur une base volontaire, c'est sur un NEP 912, les entités de tête de groupe, donc ça rappelle la loi. Si je peux me permettre d'exhaustif, en fait, il y a 3 conditions pour les NEP 912. Il ne faut pas que l'entité soit non IP, donc ça c'est cool, ça n'est pas concerné. Il ne faut pas que l'entité établisse des comptes consolidés, parce qu'occasionnellement, il y a des sociétés de tête de groupe qui, quand on regarde que les comptes sociaux, sont en dessous des seuils, 2 des 3 seuils, mais établissent des comptes consolidés. Donc évidemment, on ne peut pas se tourner vers un NEP 912 lorsqu'on est tête de groupe d'une société consolidée. Et effectivement, 3e condition, il faut que 2 des 3 seuils, 8, 4, 50, ça c'est les seuils classiques. Et dans les mini-groupes, 4, 2, 25, alors non, 8, 4, 50, pardon, excusez-moi, 8, 4, 50, on est 912. Après, sur l'obligation de détenir un CAC, si on est mini-groupe, ça peut être 4, 2, 25 ou 8, 4, 50, si on n'est pas un mini-groupe. Hein, c'est là où on peut, il y a une confusion à ne pas faire entre détenir un mandat et appliquer une NEP. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien appliquer une NEP 912 alors qu'on est en CAC obligatoire. On est dans un mini-groupe, on est en dessous des 8,450, il n'y a pas de compte consolidé, on n'est pas UIP, on peut appliquer la NEP 912. Donc c'est beaucoup plus important que de c'est ça que je voulais. Donc ça, c'est un premier rappel. Après, il y a un rappel sur les mandats au commissariat au compte. Alors, pourquoi on fait ce rappel? Parce que généralement, c'est un focus. Alors, ça l'est de moins en moins, mais c'est des choses qu'on nous demandait de vérifier systématiquement lorsqu'il y a une audit de vérifier un peu les diligences, de sélectionner un peu ce dossier. Voilà. Donc, c'est des rappels. Hein, le premier rappel, c'est que une répartition déséquilibrée ne suffit pas à elle seule à fonder une conclusion orange ou rouge. C'est évident. Donc, mais enfin, c'est une présomption, mais c'est pas. Non, on ne dit pas qu'il faut une répartition déséquilibrée, mais ça ne suffit pas à elle seule. Il faut, voilà, il peut y avoir des mesures compensatoires. Voilà, là-dessus, c'est quelque chose qui a été rappelé. Voilà. Donc là, après, il y a les attendus de la documentation, il y a l'appréciation à réaliser. Alors, ça, c'est le point. On va le résumer très court, très rapidement, pour pas déborder. C'est que la principale faiblesse qui revient à la notion de commissariat, c'est la qualité de la revue croisée. Donc, voilà, faites en sorte d'avoir une revue croisée un peu matérialisée, carrée dans les dossiers. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est parce que l'opinion, c'est un élément important pour la justification de l'étayement de l'opinion dans un co-commissariat au compte. Donc, si vous avez fait la moitié des comptes, super, mais l'autre moitié, il n'y a rien, aucune conclusion, et on ne sait pas ce qui s'est passé, scapélo, hein, parce que les diligences, il fait que, même s'il n'a rien fait, on n'est quand même pas bien, même si ce n'est pas vous, mais enfin, c'est comme vous signez les comptes, donc c'est la revue croisée, c'est un élément, voilà. On rappelle, ça fait partie d'un élément de la documentation. Voilà. Après, il y a des éléments de confraternité qui sont connus de tous, on ne va pas dans le détail là-dessus, mais petit focus sur le co-commissariat. Ça reste un peu d'actualité dans les sélections de dossiers, parce que généralement, quand il y a le co-commissariat compte, on est généralement dans des GE, il y a des comptes consolidés, donc ils sont dans la sélection. Hein. Voilà. Bon, après, on va aller, enfin, si Denis, on est d'accord assez rapidement sur les statistiques. Bon, c'est juste pour dépassionner le débat, donc on va juste donner dessus. Ça, c'est une statistique qui regroupe les résultats des contrôles de l'exercice précédent. Hein, voilà, un résultat des contrôles, voilà. C'est plus intéressant, c'est ça d'après. Voilà, donc voilà, vous voyez qu'on est en vert à 73%, on a du orange, donc axe d'amélioration, faiblesse, carence. Donc c'est LS, au niveau des procédures. Là, on est sur les procédures. Alors, bon, nous ne l'aurons pas, ce n'est pas très important, parce que vous avez bien compris que les procédures n'étaient regardées l'année dernière pour 50 mandats. Donc ça veut dire que sur mi-contrôle, ça concerne 150 au niveau national. Bon, alors, c'est vrai que c'est des cabinets un peu structurés. Généralement, au niveau des procédures, c'est en carence de procédure, c'est plutôt du vert, plutôt du orange. Bon, ce qui intéresse tout le monde, c'est le contrôle de mandat.
contrôle de mandat, on est écouté en nom IP, où on est des gentils garçons, on est, globalement, on fait en sorte que la confraternité des contrôles fasse avancer correctement. On est en opinion étayée, 68%. 68% de verts, 23% d'orange. Donc, finalement, on est à 90% opinion étayée. Puisque je rappelle que l'orange, même s'il y a des défaillances, c'est donc on a 9%, on a 5% de rouge, 4%, donc 10%. Allez, c'est le contrôle. L'année dernière, on était plus parce qu'il y avait on était à 1100, il y a 110 rouges et noirs. Ça reste 77 mandats en rouge sur 1200 liens. C'est une grosse campagne. Oui, il y a 1300 dossiers. 1418 mandats. Parce que l'année dernière, il y avait la fin de la dernière campagne où il y avait une grosse campagne l'année dernière, c'est beaucoup plus faible cette année. Donc voilà, on a 1200, 77 en ligne. C'est pas, ça reste après sur des. Après, on vous donne la statistique des rouges. C'est 330, c'est l'approche d'audit. Ce qui est étonnant, c'est qu'on vous a expliqué qu'on s'attacherait à l'opinion, mais on serait après on classifie des rouges en fonction des thèmes. C'est-à-dire qu'on a mis, c'est pour rappeler les grands thèmes. Donc on voit que la majorité du rouge, c'est des insuffisances sur l'approche d'audit. 330, c'est l'approche d'audit. C'est ou l'approche d'audit ou la prise de connaissance. C'est un peu ça. Voilà, et 77 en rouge. Je vois 52 quand même sur les 52 sur les net 200. Et un peu de documentation et un peu d'approche pour les gros thèmes. Mais on voit encore qu'il y a un thème 100. Vous voyez, 900 à 50%. 50% qui est instant rouge. Donc voilà. Ça, c'est un point à améliorer. Et c'est facile. Franchement, c'est essentiellement nous qui relisons tous les rouges et les noirs, tous les pré-rapports, mais surtout focus sur les rouges et noirs, c'est vraiment beaucoup sur la vue croisée. C'est quand même un peu ballot. C'est comme les noirs sans annexe. C'est comme des choses qui en fait. Voilà. Et le dernier slide, parfaitement dans les délais, c'est les mandats noirs. Qu'est-ce qu'on voit sur les mandats noirs? C'est alors là, si on a essayé de les regrouper, il y a des choses où on ne sait pas trop les regrouper. Il y a 44 mandats noirs. On voit que sur les 44 mandats noirs, il y en a 17 pour absence de comparatif. Donc c'est un tiers, c'est parce qu'il y a l'IAS fiscal dans les comptes. C'est un peu ballot. Et après, il y a des cas un peu particuliers. Absence d'annexe, ça c'est un peu ballot aussi. Ou carence d'annexe, présentation non conforme à la législation. Alors, ça c'est un peu. C'est pas la IAS fiscale, c'est non conforme à la législation. Je prends un exemple, c'est l'actif, il n'y a pas brut provision nette. Ça, c'est pas conforme non plus. C'est des noirs un peu ballot. On voit que vraiment les anomalies supérieures au seuil de justification, qui pourrait être un cas un peu plus significatif ou touchy, c'est-à-dire que là, on a certifié les comptes, on a marqué dans le dossier qu'il y avait des anomalies importantes, c'est 6 cas. 6 cas sur 44. Donc, voilà, il y a 14 cas, ils n'ont pas réussi à les classifier. C'est comme ça. Donc, notez que moi, les 7, je les mets avec les 17. Moi. 7, 17, et j'ai 24 en non-conformité des documents. Donc, ça me paraît, c'est plutôt satisfaisant. Pourvu que ça dure, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Mon idée personnelle, effectivement, après, c'est un débat. Il faut le mettre là, mais effectivement, cette année, Denis l'a dit, il y a effectivement la matérialisation sur les estimations comptables, qui est clairement le point. Autant l'année dernière, on était crise Covid, qui est arrivé postérieurement à la clôture. Là, on contrôle 2020 avec des dossiers où dans les holdings, les fonds de commerce, etc., avec la crise Covid, etc. Donc, c'est quelque chose où il faut peut-être, je pense qu'il faut aussi le laisser parfaitement, mais avoir une attention particulière et avoir une communication appropriée, mon contrôle et une documentation qui tient la route, à mon sens, si je compare la campagne 2020 à celle de 2019. Mon avis personnel, mais après,
première photo, parce que on nous a demandé de sélectionner, d'avoir un regard sur ces dossiers. Donc, c'est un petit peu le point de message que je voulais vous faire partir. Peut-être en conclusion, on passe aux questions. Alors là, les questions, je pense que les questions, elles ont été, j'espère, collectées. On va essayer d'y répondre si on peut. On espère qu'on peut. Pas. Alors, comment on fait là? Tac. Eh bien, on ne sait pas. Alors, attendez. Oui, question. Voilà. Voilà. Très bien. Vous voulez s'afficher, les questions s'affichent. C'est encore une fois, on répond dans le cadre général. Hein. Voilà, il y a des questions. Très bien. Arrive à lire, lui? Allez. Alors, le support sera disponible, bien sûr, en fin de formation ou un peu plus tard. Pas mal de réponses ont été faites. Alors, il y a déjà eu des réponses aux questions, oui, questions pratiques sur effectivement les slides, les attestations, tout ça, bien entendu. Hein. Donc, y a-t-il une date plus courte pour la réalisation des DA si on est contrôlé? Ben oui, il nous faut vos DA pour faire le contrôle, parce que sinon, si on travaille sur les DA de l'année précédente, on n'est pas forcément à jour, et donc les contrôleurs ont besoin de vos DA à jour. Donc, forcément, ça vous fait une date un petit peu antérieure au 30 septembre, puisque c'est le 30 septembre. Bah, c'est plutôt le 30 septembre, c'est obligatoire. On a bien... Non, mais là, ça sera avant le 30 septembre, c'est possible. Bah, pour le contrôleur. Le plus, ça c'est pour le contrôleur, le plus tôt est le mieux. Étant entendu qu'avec la nouveauté de cette année, il faut vos DA pour l'entretien qui détermine la sélection des dossiers au moins 8 jours avant. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tant qu'on n'a pas vos DA, il n'y a pas l'entretien, il n'y a pas la sélection des dossiers, donc il n'y a pas le contrôle. Donc plus tôt c'est mieux, bien entendu. Si vous DA, il faut bien comprendre que quand on a effectivement une ou deux DA à faire, on peut l'organiser. Il y a certains contrôles qui sont lancés et qui sont déjà presque restitués, mais le cabinet un peu structuré, quand il y a un peu de mandat, des fois pour avoir l'exhaustivité, vérifier les contrôles, prenez le temps approprié, mais plus tôt vous avez fait vos DA, mieux c'est, évidemment. Concernant les risques liés à la perte d'indépendance, par quels moyens sont-ils appréciés? Déjà, c'est à vous à apprécier les risques de perte d'indépendance, et puis nous, le contrôleur va regarder. Effectivement, comme je vous dis, si vous faites 100% de vos commissariats avec le même cabinet d'expertise comptable, ça sera à minima signalé par le contrôleur, ensuite analysé éventuellement par l'arche foncier ou également avec le même cabinet d'avocats. Mais c'est à vous d'apprécier vos risques de perte d'indépendance, et nous, le contrôleur fait son job derrière. Le contrôleur a demandé la renvoi par mail entre le document des rapports des deux dossiers choisis. Peut-on s'y opposer pour des raisons de confidentialité? Alors, s'opposer à l'envoi des rapports par mail, oui, si vous considérez que ce n'est pas RGPD et que c'est pas une boîte, que la boîte mail n'est pas suffisante en termes de sécurité. Par contre, vous ne pourrez pas vous opposer à lui remettre les rapports s'il viendra sur place. Et si jamais il ne se déplace pas, trouver une solution comme My Company Files ou autre pour arriver à communiquer, comme vous pouvez le faire avec vos clients d'ailleurs, si vous ne communiquez plus par mail pour des raisons RGPD. Alors, vous avez indiqué en début de présentation que pour les structures avec un seul associé, il n'y a pas de contrôle de procédure, c'est exact. Donc, je comprends que pour ces cabinets, il n'y a plus de contrôle structurel, par contre, sur l'organisation du cabinet, ou bien que cette partie est allégée. Oui, c'est exactement ça. En fait, sur ce type de cabinet, on n'a pas de contrôle de manuel de procédure, on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle en théorie de la formation en tant que telle, du plan de formation, tous les contrôles liés aux procédures. Par contre, ça peut arriver indirectement via le contrôle de mandat. Il y a aussi un paragraphe qui s'appelle 5.4 dans les parties procédure où effectivement il y a des autres constats. Le contrôleur est libre de mettre ou pas, mais effectivement, pour répondre clairement à la question
contrôler. Il y a effectivement, lorsqu'on n'est pas en contrôle de procédure, il n'y a pas d'obligation des cases de suivi de procédure. Le H3C avait indiqué supprimer la notion de couleur pour la classification. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que ils ont supprimé le H3C, ils ont prévu de faire des contrôles spot, des contrôles par entretien, ils ont prévu, mais ça part en 2021, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc pour l'instant, c'est vrai que les couleurs, je ne vais pas rentrer dans les grands détails des couleurs. Il faut un mode de classement, un mode de on se comprend. C'est vrai que je suis intarissable sur le sujet. C'est pas la panacée parce que tout simplement, moi ce que j'expliquais très clairement, il y a rouge et rouge. C'est ce que j'explique quand on est. Je vous donne deux exemples. Il y a un confrère qui n'a rien dans son dossier, aucune diligence, il envoie son rapport, il est rouge. L'opinion n'est pas étayée. Un autre confrère travaille sur un dossier, il a rapproché le chiffre d'affaires avec le logiciel de facturation, mais il ne l'a pas testé. Alors le contrôleur estime que les diligences sont insuffisantes, il est rouge aussi. Et on doit être capable, même si nous on fait un rapport, c'est rouge, on doit être capable de faire la distinction entre le rouge avec une absence totale de diligence et le rouge avec voilà. Et c'est le cas dans toutes les couleurs. Le orange, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que ça pose un problématique. Alors le H3C d'ailleurs, Madame Pévernès, si vous avez assisté à l'Assemblée à considérer que les couleurs n'étaient pas nécessairement l'avenir, machin, etc. Sauf que je n'ai pas aujourd'hui ce qui va corriger ça. Hein, quelle va être la coloration ou les conclusions de demain. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est un vœu de le supprimer. Je ne sais pas si le supprimer, en tout cas l'adapter, ou modifier, ou l'amender. Je ne sais pas, mais je ne peux pas vous dire comment et quand. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, sachez juste que il n'y a pas de changement. Sur cette campagne, c'est pas de changement. Heureusement ou malheureusement, il y a des avantages. Alors, une autre question. Bonjour, un contrôleur peut-il vous reprocher de ne pas utiliser un logiciel d'audit? Alors, tout dépend de la taille de votre cabinet. Évidemment, si vous avez 50 dossiers et pas de logiciel d'audit, aujourd'hui, ça me semble compliqué. Donc, le logiciel d'audit, ça semble compliqué effectivement de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Donc, mais si vous faites tout très bien et que vous validez tous les questionnaires sans logiciel d'audit, c'est aussi possible. Ouais. Il y en a qui travaillent bien sur le logiciel d'audit et inversement, je suis en train de dire, le logiciel d'audit, mais l'important, c'est voilà, comment sont matérialisés les contrôles. La seule chose, c'est que effectivement, on utilise par contre maintenant tout un tas de moyens, les PE ou des trucs qui utilisent. Oui, c'est un peu structuré, c'est un peu organisé. Lorsque les contrôles sont dématérialisés sur un logiciel, comment se passe le contrôle? Peut-on faire une édition papier du dossier? Ça, c'est vous voyez avec le contrôleur. Le plus simple souvent, c'est qu'effectivement, il regarde directement sur le logiciel, surtout s'il le connaît. Mais parce que faire une édition papier, ça peut être relativement important. Donc, ça se fait voir avec le contrôleur. Et ça se fait voir avec le contrôleur. Le directeur de mission en intervenant extérieur peut-il assister au contrôle? Bien sûr. Pas de problème, à partir du moment où il est intervenu sur le dossier, il peut assister au contrôle avec vous. Comment faire pour les DA sur le dossier avec requête reportant au 30 septembre? Vous les faire. Vous les faites et puis vous expliquez pourquoi il n'y a pas de DA dans la DA. Vous les faire votre DA et indiquer pourquoi vous n'avez pas émis d'opinion. Donc, et sachant que quand vous faites ça, vous n'oubliez pas de régulariser votre DA l'année d'après. Parce que le piège, hein, je réponds à la question beaucoup plus large, hein, c'est pas pour le contrôle, c'est aussi voilà, les DA requêtes, c'est classique, au 30 septembre, il y a un report d'assemblée, report d'assemblée, parce qu'on vous pose la question, y a-t-il une DA sur ce mandat? Vous mettez non. Y a-t-il une opinion, voilà, une opinion émise? C'est ça la question sur les DA, vous mettez non, raison invoquée par report d'assemblée. Par contre, l'année d'après, vous risquez d'avoir 2 DA, la régule de 2020 et 2021. N'oubliez pas, ça fait des trous dans la raquette. Et lorsqu'on contrôle,
on suit les statistiques d'évolution de mandat sur 2 années, ça pose des problèmes. Ok, bah, je pense qu'on a. On a toutes les questions. C'est facile. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Bon, merci à tous et j'espère que cette petite formation vous aura été utile et que vous cernerez mieux le contrôle dont vous allez bénéficier ce type de 2023. Des tas de causes, le maître mot, c'est de toute façon, c'est l'obligation, c'est l'entretien et la communication. Ce qu'on vous invite et ce qu'on invite toujours, c'est ce que je vois là 2-3 fois. Ne pas hésiter à communiquer avec votre contrôleur, c'est l'intérêt de tous, hein, parce que c'est votre contrôle. Donc, on n'est pas là pour. Mais bien sûr, c'est un contrôle de qualité. Alors, bien sûr, on bénéficie d'un contrôle, mais voilà, donc c'est pour que ça soit, ça passe bien, que ça soit dans les termes. Il ne faut pas hésiter à contrôler et à communiquer avec votre contrôleur. Ça, c'est le maître mot. De toute façon, s'il y a un problème ou quoi, une difficulté, n'hésitez pas à revenir avec la compagnie. On sera toujours là à votre écoute, même si vous avez bien compris que la décision finale ne nous appartient pas, mais c'est le H3C qui a toujours le dernier mot. On peut essayer de leur faire comprendre des choses des fois, mais voilà, à condition que ça soit approprié et justifié. Merci à tous, bonne soirée. Denis, c'est bien pour toi? Parfait, pas de message. Écoutez, pas de message personnel. Pas de message personnel. Merci, on va clore cette session. Merci pour votre participation, malgré bon contrôle. J'espère lire de bonnes restitutions. Voilà. Merci. Non, non.